Omram le retour, chapitre 6. Alors, tout ce que j'explique peut paraître à certains d'entre vous très science-fiction. Et je vais expliquer encore plus avant pour voir comment on peut bloquer une population totale euh, grâce à quelques petites manipulations clés. Alors, par exemple, tous les gens qui étaient avec Papa Omram, il y avait un mot qui bloquait tout, c'était le bas astral. D'abord l'astral, et encore plus bas, forcément, le bas astral. Et dès qu'on parlait du bas astral, évidemment, c'était faux, c'était complètement nul, c'est les deux mots à dire pour discréditer toute forme de speech, quoi que ce soit, quoi que ce soit. Alors vous allez, j'imagine, écouter cela en vous disant ah, c'est vraiment une secte, comment on contrôle les gens, comment. Je vous dirais, pour vous autres Français qui m'écoutez, conspirationnisme. Voilà, c'est exactement la même chose, et ça marche très bien en France. Si on utilise le mot conspirationnisme, vous pouvez vous appeler professeur Raoult et être le deuxième épidémiologue, je pense en français, euh, épidémiologiste en anglais, donc je ne sais plus quelle est la phrase exacte, le mot exact. Euh, dans le monde entier, vous êtes quand même un charlot, parce qu'en France, on utilise le mot magique conspirationnisme. Voilà. On peut aussi utiliser le mot woke. Wokisme, on dit en français. Le wokisme. Et ça y est, les gens sont complètement tétanisés. Si on critique le wokisme, si on a le moindre chose contre tout cela, on est plus que mort. Et soyez honnêtes, pour 99% des gens qui sont en train de m'écouter, ces mots marchent parfaitement sur vous. Ça marche parfaitement en France. Il fut un temps où c'était le mot secte. Ah, le mot secte, c'était terminé, il n'y avait plus aucune intelligence. Quoi que l'on puisse faire, on était coupable. Aujourd'hui, le mot secte, c'est pas mal calmé, donc c'est encore négatif, mais c'est plus pathologique comme il le fut il y a une trentaine d'années environ. Mais le mot conspirationnisme, ah oui. Donc, à tel point qu'on va faire des cours maintenant pour les petits à l'école pour leur apprendre ce que sont les fausses informations. Les fausses informations étant le conspirationnisme. Les vraies informations étant ce que le gouvernement dit. Ça se discute, hein, parce que pour le Covid-19, c'est plutôt les conspirationnistes qui avaient raison. Hein. Et pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses, quand on regarde à la vie intime et professionnelle de notre grand Emmanuel Ier, notre roi à tous, le conspirationnisme, il a bon dos quand même. Donc, euh, il est facile de voir. Si on vous dit c'est le bas astral, vous en fichez complètement. Parce que ce n'est pas un mot-clé de votre protocole de psychologie. Mais si vous imaginez des gens qui ont grandi au bon fin, parce que c'est comme un village, ou même un grand village, et les gens, ça existe depuis, je sais pas, quand ça a commencé, le bon fin 1960. Oui, parce que quand il y a eu le barrage de Malpasset, qui est un événement, un barrage qui s'est rompu et qui a fait une vague de 70 mètres de haut qui s'est déversée sur une partie de Fréjus, je sais que le Bonfin existait déjà en ce temps-là. Et ça, je crois que le barrage de Malpasset, c'était 1960. Non, 1958. 1958, me semble-t-il. Euh, donc, voilà. Il y a des gens qui ont grandi au Bonfin, donc ils ont grandi avec cette programmation psychologique, avec le mot base astrale. Et avec quelques mots comme ça, comme on tient totalement la France et même le monde avec le conspirationnisme, eh ben, Papa Omram, avant tout ça, avait déjà compris les mots-clés à utiliser pour interdire toute forme de critique, toute forme de doute, parce que dès qu'on disait « Ah, mais moi j'ai entendu dire que », sur un truc qui est exposé par Papa Omram, « Oh, j'ai un doute sur le fait que Omram fait ceci ou cela », tout ça, c'est du bas astral. Parce que j'ai toujours été inspiré par une espèce de diable. Et de la même façon, la médiumnité
c'est forcément, automatiquement, que du bas astral. Donc s'il y avait, imaginons, un médium quelconque qui dise, bon, moi, Omram, j'ai travaillé sur lui, j'ai vu ceci ou cela, et qui commence à critiquer, ben, aucun problème, puisque tous les médiums sont branchés en bas astral. Sauf les médiums que Omram allait voir à travers les actions de Blagost, sa secrétaire personnelle, pour aller poser des questions. C'était jamais du bas astral, puisque d'abord il disait jamais d'où ça venait, et ensuite il ne prenait que les parties qui l'intéressaient. Donc comme ça. Mais sinon, grâce au mot bas astral, je me protège de toute forme de révélation euh, scientifique, historique, médiumnique, quoi qu'il en soit, tout était absolument bloqué par ce mot magique, le bas astral. Voilà. Et ça marchait super bien. Hein. Je veux dire, personne n'aurait osé insister sur une chose ou sur une autre avec ce terme. Je veux dire, si on parlait de quelqu'un qui s'était suicidé, ben on parlait c'était du bas astral, et si c'était suicidé, c'est parce qu'il avait été capturé par le bas astral. Donc si vous vouliez manipuler par le bas astral, donc si vous vouliez parler de ce suicide, ben vous ne faisiez que nourrir le bas astral qui avait tué cet homme. Donc vous étiez presque associé au crime de ce pauvre homme, même si c'était suicidé. Donc c'est bête comme chou, hein, comme conspirationnisme. Aujourd'hui, le conspirationnisme, c'est dire la vérité 6 mois avant les autres. En gros, hein, c'est un très bon résumé. Mais non, le conspirationnisme, pour la plupart des gens, c'est conversation close, c'est du bas astral, c'est exactement la même chose. Donc n'oubliez jamais que le conditionnement qui n'est pas le vôtre d'une personne vous semblera toujours facile et stupide sans réaliser votre propre conditionnement. Et je pense que ça aide à vraiment analyser ce qu'on va appeler une secte. Surtout qu'il y a plusieurs aspects. Moi, je me souviens quand j'allais au Bonfim, j'adorais y aller, premièrement. C'était un village super cool, super sympa. Bon, d'accord, pas de sexe. Mais comme moi, j'ai toujours été branché sur les sciences spirituelles, c'est-à-dire autant de la spiritualité que un véritable protocole de recherche de science avec des découvertes, avec des choses qui sont refusées parce que forcément c'est du conspirationnisme. Eh bien, au Bonfim, je rencontrais des gens du monde entier qui étaient, pour certains, à la pointe des recherches sur ces aspects-là. Fantastique que de rencontrer des gens comme ça et d'avoir des conversations passionnées. Combien de fois j'ai été pour le petit déjeuner à la cafétéria, qui ont commencé le petit déjeuner à, disons, 9 h du matin, et à midi, on y était encore. On se dit, ah, il va y avoir la conférence de midi, allez, il faut y aller. Ça, c'est évidemment quand euh, on vient là pour les conférences. Quand on est bénévole, il y a un autre terme, c'est hors de mon esprit maintenant, euh, là, les conférences et tout le reste, on n'en profite pas beaucoup. Hein. C'est vraiment l'âge de cristal. Vous avez un monde merveilleux et fantastique, mais il ne faut pas voir le côté des bénévoles. Moi, je me souviens une fois, je travaillais, je dégoulinais de sueur, j'étais dans la boue, et puis j'entends bing bing bing, c'est l'alerte pour la sirène pour nous informer que c'est le repas de midi et qu'il y aura la conférence aussi. Et je me suis dit, oh, pour une fois, je travaillais sans arrêt 12 heures par jour. Pour une fois, je me dépêche et je me prépare, je prends une douche très rapidement. Il faut courir. Et j'arrive en courant à la salle, habillé tout en blanc, comme tout le monde. Et je m'étais pas bien coiffé. Et il y a une sœur qui est là, une dame d'une soixantaine d'années, qui me bloque l'entrée et qui me dit, frère, vous êtes hirsute, allez vous peigner. Et elle m'a bloqué l'entrée. Et je suis reparti. Et je dis, allez tous vous faire foutre, bande de merdeux. Donc vous avez ce mélange de France super coincée sur plein de sujets, entre autres sur le cul, et beaucoup d'autres choses, la drogue, enfin, toutes ces choses complètement fermées.
Et puis, positivement, négativement, on n'en parle même pas, c'est du bas astral. Évidemment, Omram est parfait, donc toute chose que l'on pourrait dire contre lui, bah, ça s'imagine même pas. Ça ne peut être que du bas astral. Donc ça ne peut être que des... J'ai jamais entendu une critique contre Omram ou Bonfim. Jamais. C'est clair. C'est un non-sens, quoi. Et faut pas oublier que dans l'esprit des gens, Omram, c'est le nouveau Messie, hein. C'est un nouveau Jésus-Christ. Donc, vous critiquez pas Jésus-Christ. Bon, ok. Jésus-Christ a vieilli, voire même il est mort depuis longtemps. Il n'y a pas eu de miracle, il n'y a rien eu. Donc, il avait promis un peu des choses un peu vides. Oui, c'est vrai. Et plus le temps passe, et plus le bon fin est contrôlé dans une mode franc-maçonnerie, alors que personne ne sait que ce sont les francs-maçons qui contrôlent. Et, ils ont un super business, hein, parce que les livres Prosveta, l'édition et le bon fin, les deux rapportent, c'est une mine d'or. En plus, cela plaît beaucoup aux francs-maçons parce que les livres du bon fin ne sont pas faux, hein, c'est l'enseignement de Peter de Nov, en tout cas la base de l'enseignement de Peter de Nov. Mais Peter de Nov, comme je disais, il est mort en 1944, donc les conférences, elles datent de 1900 à peu près, 1920. Et, ben, il y a beaucoup de choses qui sont un peu simplistes aujourd'hui, qui ont énormément progressé. Donc, c'est un enseignement qui peut être utilisé pour se comporter à peu près correctement, si on écarte absolument tout ce qu'il y a sur le cul et toutes ces choses-là dans les prosveta. Mais en même temps, ce n'est pas une connaissance très dangereuse par rapport aux francs-maçons qui ont apparemment un très haut niveau d'initiation. Donc, on apprend que du vent au bon fin pour les francs-maçons et on rapporte énormément d'argent pour la franc-maçonnerie. Donc, ou pour les gens directement. Donc le tout globalement, c'est pas une mauvaise opération. Ça prend pas tant de temps que ça. Parce que il faut bien comprendre que les permanents, voilà, un bénévole, c'est un permanent. C'est le terme, puisqu'on reste plus longtemps. Et les, per, les permanents, ben, ils font tourner Prosveta, ils font tourner le bon fin. On va dire que c'est un système qui suffit grandement à lui-même. Et à part quelques décisions ici ou là, les gens, les vrais leaders ne viennent que pour récolter. Voilà, tout le reste, le système se suffit à lui-même, est programmé par lui-même et continue par lui-même, en sachant que, selon moi, 99,5% des bons Finnois sont des grands sincères. Même ceux qui organisent les conférences et tout le reste. Même ceux qui sont stricts. Ce sont de grands sincères. Il y a un tout petit pourcentage, bon, en fait c'est comme les Français sont sincères aussi, hein. Emmanuel Ier et tous les autres peut-être moins quand même, hein. Je veux dire, ils détestent les Français, ils détestent. Mais les Français en général sont en France parce qu'ils aiment la France et parce qu'ils aiment la langue et parce qu'ils aiment le pays. Donc la majorité est sincère, quoi. Ce ne sont pas de faux Français. Ben, il n'y a pas de faux bons Finnois. Euh, à part une minorité très légère qui profite très largement de la sincérité et de l'honnêteté des autres. Donc, voilà, c'est une situation à bien comprendre comme ça, qui fait que le système est entièrement coincé. Moi, je me souviens d'une fille qui devait avoir une trentaine d'années à peu près, 25-30 ans, et on devait faire une réunion au bon fin, parce que plein de gens voulaient que moi-même je prenne le contrôle du bon fin, ce que j'ai refusé. Mais ils étaient époustouflés de ma force et de ma virilité, si je puis dire, de ma décision d'être un homme, quoi, de dire, bah, faut arrêter ce délire-là, faut respecter les enfants, faut ceci, il faut cela. Ils voulaient absolument que je devienne le leader, et j'ai dit non. Non, moi je suis venu ici dire quelques vérités, mais après je pars, c'est pas mon histoire. Le bon fin, c'est pas mon histoire, donc débrouillez-vous.
Et cette fille que j'avais invitée à cette réunion, il y avait une centaine de personnes, elle était terrorisée. Parce que le directeur du Bonfin, frère Lamy, qui n'était pas vraiment un ami, avait déclaré, les gens qui vont à cette réunion euh, seront chassés du Bonfin. Et en fait, il y en a plein qui ont été, une centaine de personnes, et qui n'ont pas été chassés parce qu'ils étaient trop nombreux. Mais cette fille, elle me dit, tu sais, moi j'ai grandi au Bonfin. Euh, les gens, les Bonfinois, c'est ma famille, c'est mon village, c'est tous les gens que je connais. Si je suis chassé du Bonfin, je suis plus rien. Euh, donc encore une fois, vous allez dire, oh, c'est lamentable de dépendant comme ça. Pourquoi est-ce que vous restez en France avec Emmanuel Ier et la dégénérescence française? Pourquoi est-ce que vous restez en France? C'est la même chose. Et c'est normal. Vous avez votre vie professionnelle au français, vous avez votre culture en français, vous avez tout en France. Donc même si la France devient un pays honteux par rapport à l'Europe, et encore plus par rapport au monde, ben, la plupart des Français restent en France parce que c'est plus simple. Et ben les bons Finnois, c'est exactement la même chose. Ils ont le Bonfin, c'est un village de vacances ouvert 3 mois par an et qui est quand même en général très positif. Parce que les gens sont enthousiastes, ne mentent pas. Comme je disais, vous rencontrez des gens avec des super niveaux en musique, en technologie, en philosophie. Donc c'est super intéressant. Si vous vivez une NDER, une Near Death Experience, EMI, expérience de mort imminente, dans le monde entier, vous êtes un espèce de débile qui raconte n'importe quoi. Au Bonfin, les gens vont vous poser des questions, vont s'intéresser à ce que vous dites, vont trouver ça merveilleux et fantastique. Donc vous avez plein de choses où le reste de la société vous rejettera et vous jugera, tandis qu'au Bonfin, vous êtes super bienvenu. Donc, euh, encore une fois, c'est un peu facile de juger une secte avec le protocole de la secte française, alors que les Français sont incapables de s'apercevoir que la France, c'est aussi une secte. Ou l'Église, c'est aussi une secte. Donc, ce protocole de faire 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire un groupe qui a telle attitude ou telle attitude, ça c'est une secte, mais les autres c'est pas une secte. Parce qu'un club de football, c'est pas une secte. Un jour, j'étais parti écouter un concert aux Champs-Élysées, comme disait Joe Dassin. Euh, il y avait des musiciens baroques. Et on arrive dans une église, je crois qu'ils étaient 4 ou 5 musiciens, on arrive dans une église qui pouvait accueillir 200, 300 personnes. Et on était 10, 15. Donc on avait payé, hein. Mais moi, je m'attendais à ce que les musiciens disent, bah, écoutez, on ne veut pas jouer, voilà, on vous rembourse votre argent, ciao, au revoir. Non, ils n'ont rien dit, ils sont arrivés, ils ont joué. C'était magnifique pendant 2 heures, magnifique, vraiment, super professionnel. J'étais assez embarrassé, hein, je veux dire, dans la situation, même si c'est pas de ma faute, moi je suis venu en tant que client, mais c'est quand même embarrassant comme situation. Et on ressort, on était vraiment aux Champs-Élysées, donc, ou juste carré à côté, donc c'est 11 heures du soir, quelque chose comme ça. La ville est assez vide. C'était il y a assez longtemps. C'était moins rempli qu'aujourd'hui. Donc la ville est assez vide. Et en un claquement de doigts, eh bien, euh, on se retrouve dans un embouteillage. Les voitures arrivaient de partout. C'était la fin d'un match de football où l'équipe française avait gagné. Donc il y avait on était bloqués de partout. Il y avait des gens qui avaient des peintures noires sur le visage de partout, qui montaient sur la voiture en hurlant On a gagné. Là, vous voyez ça, vous dites je suis quand même pas très optimiste par rapport au futur du monde ou de la France. Hein. Et je me souviens, j'ai regardé ma copine en faisant allusion à l'âge d'or, à l'évolution possible. Et j'ai regardé, je lui dis on n'y arrivera pas, c'est foutu. Quand on voit la qualité d'un concert baroque avec 15 spectateurs et puis après des centaines de voitures qui bloquent tout, avec des hystériques en train de hurler, d'à moitié se battre, ça c'est pas une secte. Bah, va falloir m'expliquer ce qu'est une secte, hein, considérant qu'il y a
quand une équipe de football perd, il y a des gens même qui se suicident. Qui se suicident. Moi, j'ai vu des gens, dans certains pays, jeter leur télévision par la fenêtre lorsque leur équipe de football avait perdu. Si, une secte, vous dis-je. Donc, la description qu'on fera d'une secte n'est quand même pas fausse. Hein. Il y a plein de protocoles à l'intérieur. Un mec, bon, en plus, là, Omram, il est pédophile, c'est un petit peu embêtant quand même. Hein. C'est un tout petit peu négatif, voire franchement très très négatif. Mais sinon, bah, il se fait beaucoup de fric, il contrôle, il manipule. Ouais, bah, le football aussi, ouais, bah, les partis politiques aussi. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui, qui font des révolutions pour un nouveau parti politique, pour ceci, pour cela. Or, une fois que les mecs sont au pouvoir, ils n'ont qu'un seul but, comme Omrab, c'est de se faire un maximum de fric et de baiser un maximum de dana. En fait, c'est le programme politique qui devrait exposer préalablement, au lieu de dire nous sommes différents parce que nous allons faire ceci ou cela. C'était un petit mensonge. Voilà, donc il faut être capable de comprendre la secte peut-être au-delà de ce qui est présenté. Effectivement, par exemple, avec Papa Omram, lorsque les gens ont découvert le poteau rose, certains, ils se sont suicidés. Imaginez que vous donnez 40 ou 50 ans de votre vie à un personnage, et à la fin, vous découvrez que c'est un enfoiré. Donc vous avez sacrifié votre vie entière pour rien. C'est lourd, hein. C'est pas léger. Donc évidemment qu'on peut arriver au suicide. Sauf qu'il faut quand même, encore une fois, préciser qu'en France, il y a plein de gens qui se suicident. Parce qu'ils sont désespérés, parce qu'ils ont donné leur vie à un job au pays et qui sont traités comme rien. En France, devenir retraité, c'est devenir moins qu'une merde, faut être clair. Vous n'existez plus. Tout ce qu'on vous demande, c'est de vous cacher quelque part, dans un petit coin, et de ne plus bouger, de ne plus respirer. Et de là, il y a beaucoup de retraités qui se suicident ou qui développent des pathologies très graves qui les emmèneront à la mort. Donc c'est pas mieux. Je veux dire, j'ai pas dit que la secte c'était la solution. Non, pas du tout. Je dirais que la liberté c'est la solution et que la liberté n'est qu'une chose qui puisse être accessible qu'aux gens qui se battent. Parce que dès qu'un preneur de pouvoir s'écarte pour une raison ou pour une autre, un autre arrive. Donc si vous voulez rester libre, il vous faudra combattre les preneurs de pouvoir qui sont un peu partout. Dans les sectes, certes, mais dans les clubs de football, dans les partis politiques, et Emmanuel Ier en premier. C'est pour ça qu'il s'appelle premier d'ailleurs, je pense. Et en même temps, il ne faut pas être fermé à certaines choses. C'est-à-dire que les EMI, par exemple, expérience de mort imminente, il y a des gens, moi j'ai beaucoup travaillé en karaté do Shotokai, et le fondateur du karaté do Shotokai, c'est Egami Tetsuji, sensei, et il est mort en 78-80 environ, 81, j'ai oublié. Et c'est un homme qui a été déclaré mort. Hein. Il a eu un coma, on lui a fait un massage cardiaque et il est mort. Et il est resté mort pendant 10 minutes. Puis d'un seul coup, il s'est remis à respirer et il a redémarré. Il a vécu encore pas mal d'années après. Eh bien, le plus grand de la création du karaté do Shotokai, c'est aussi le résultat de tout ce que le maître Egami Tetsuji a pu découvrir pendant son EMI. Et on pourra trouver beaucoup de choses qui sont un peu plus inspirées, qui viennent de gens qui ont vécu des expériences mystiques. Donc, on ne peut pas écarter du revers de la main l'attraction spirituelle, dire que c'est débile, parce que vous êtes à côté du sujet. Si vous n'avez pas de spiritualité, vous pouvez frimer maintenant, dire que vous êtes beau, merveilleux, libre, intelligent, riche, et tout ce que vous voulez. Mais quand vous allez vous approcher de la mort, vous allez voir que vous allez perdre votre fierté entière et que vous allez réaliser que une vie,
sans essence, une vie sans but à atteindre, spirituel, inspiré, sans fierté, sans honnêteté, sans amour, sans donation, l'enfer ne sera pas que après la mort, mais aussi avant. Parce que la vieillesse, c'est un ennemi qu'on ne peut affronter que dignement avec beaucoup d'éléments positifs de notre existence. Sinon, ça fait très 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 mal. Donc, écarter du revers de la main la spiritualité en disant c'est complètement stérile, ça sert à rien, ça et faire une différence entre la spiritualité et la religion, c'est aussi ce sont aussi des mots clés pour contrôler. Moi, je ne suis pas spiritualiste, je suis religieux. Donc, ça veut dire que tu crois en un mec qui marchait sur l'eau, qui est né d'une maman qui n'a pas fait l'amour et qui est revenu après sa mort aussi, hein. Physiquement, je veux dire en plus, hein, d'accord, ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas une secte, c'est une religion. C'est pas non plus une spiritualité, c'est une religion. Parce qu'on a écrit un livre, la Bible, le Nouveau Testament. Donc les, les Mormons, par exemple, c'est une secte. Eh ben non, c'est pas une secte parce qu'il y a le livre des Mormons, qui est une espèce de troisième secte, troisième Bible. Donc, puisque les chrétiens ne sont pas une secte parce qu'il y a la Bible, je vois pas pourquoi les Mormons seraient une secte alors qu'ils ont leur livre aussi. Vous voyez, enfin, il y a un moment où il faut ne pas partir dans une classification un peu infantile qui, qui critique les autres en réalisant pas la situation dans laquelle on est, soi-même. Or, je trouve que pour moi, la différence entre une secte et une société, c'est juste la taille. Une secte, c'est une micro-société. Et la société, c'est une macro-société. Et ce sont exactement les mêmes protocoles. Complètement. Oseriez-vous dire, euh, dans l'école où vous travaillez, par exemple, que le wokisme est complètement débile? Oseriez-vous dire que ce qu'on a fait avec la Russie, c'est comme en Europe, c'était quand même profondément malhonnête en ne respectant pas les accords de Minsk et en déclarant que c'était carrément une escroquerie, c'est une déclaration de guerre à un des pays, peut-être le pays le plus puissant du monde. C'est très débile comme protocole et c'est aussi très agressif. Et après, au lieu de dire, bah, au bout d'un moment où on a chatouillé les Russes pendant je ne sais combien de temps, ils ont fini par réagir, c'est les Russes qui ont attaqué l'Ukraine, où il n'y a que la démocratie. C'est pour ça que Zelensky, qui n'est plus président depuis des mois et qui a interdit le vote, est toujours un représentant démocratique de sa population, qu'il envoie se faire massacrer, tandis qu'il y a des centaines de millions, si ce n'est de milliards d'euros qui ont disparu en Ukraine. Donc le mec, il récolte l'argent et il envoie les gens de son propre peuple aller se faire massacrer contre les Russes, qui auront beaucoup de matériel. Parce que eux, l'argent est utilisé pour acheter ce qu'il faut pour gagner, pas pour s'acheter des villas en Espagne et ailleurs. Et exprimer des idées comme ça, c'est dire quoi? Mais tu es pour la Russie et vous êtes le diable. C'est du bas astral tout ça, hein. Donc, il faut comprendre, pour être capable de, de démonter une secte, il faut être aussi capable de démonter la secte dans laquelle nous vivons nous-mêmes. Et être capable peut-être, pourquoi pas, en découvrant les protocoles de pouvoir d'une secte, on peut découvrir les protocoles de pouvoir que nous acceptons nous-mêmes sur nous-mêmes et que nous imposons ensuite à nos enfants, ce qui est encore pire. Mais c'est ce que font aussi les gens du bon fin, certainement encore aujourd'hui. Parce qu'un maître qui est mort il y a très longtemps, bah, c'est encore mieux. Hein, parce que tous ces défauts ont été supprimés. Vous savez, il y a longtemps, en France, il y avait Canal+. Peut-être que ça existe toujours, je ne sais pas. Je ne fréquente plus la France depuis très longtemps. Ou fort peu, fort peu, fort peu. C'est pour ça qu'au début, quand j'enregistre, j'ai toujours un petit peu de mal à retourner au français. Et il y avait un film de cul sur Canal+, il y a longtemps, un par mois, me semble-t-il, qui passait plusieurs fois sur Canal+, en décrypté, non, en crypté, pardon,
D'ailleurs, il y avait beaucoup de gens qui essaient quand même de regarder le film de cul, même sans avoir payé le truc pour enlever les codes de Canal+. En tout cas, Papa Omram, lui, il avait le décodage, c'est clair. Et regardait les films de cul. Et ça lui est arrivé de se faire choper en train de regarder les films de cul. Et alors, il a expliqué à ses disciples qu'il faisait une technique d'aïkido spirituel. C'est-à-dire de retourner. Si vous mettez un coup de poing en aïkido, je vais utiliser la force de votre coup de poing contre vous pour vous projeter par terre, pour faire ceci ou cela. C'est absorber la force de l'adversaire contre son adversaire. Eh bien, c'est exactement ce que Papa Omram faisait avec les films de cul. Les négatifs, le bas astral, dirait qu'il se matait des films de cul, alors qu'il expliquait que le sexe était très mal, etc. Mais pas du tout. En fait, ce que Omram a expliqué, c'est qu'il utilisait le réseau de, d'antennes d'électricité qui était utilisé par tous les gens qui regardaient ces films de cul. Et lui, grâce à ses pouvoirs magiques, utilisait le réseau de tous ceux qui regardaient le film de cul pour les nettoyer, les bénir et les transformer en des êtres purs et saints. Donc le pauvre Papa Omram était obligé de méditer magiquement devant un film de cul pour pouvoir toucher, grâce à une technique d'aïkido spirituelle, tous les gens qui regardaient ces films de cul. Elle envoyait lumière, bénédiction et amour supérieur. C'est quand même quelque chose. Hein, faut pas avoir froid aux yeux, encore une fois, je veux dire. Mais quand on a fait tout ce qu'il a fait, vous devez comprendre. Encore une fois, vous pouvez vraiment dresser un parallèle entre Emmanuel Ier et Omram Ier. Hein. C'est exactement la même chose. Ce sont des pervers narcissiques qui savent, qui considèrent les gens qui sont autour d'eux comme rien, où il n'y a qu'une seule chose à respecter, à accomplir, c'est de se faire de l'argent, c'est de développer le pouvoir encore plus, et l'ensemble de ces choses-là. Et à partir du moment où vous comprenez qu'il pense ainsi, alors franchement, il n'y a plus de problème de comprendre ce qu'il en est. Je veux dire, Emmanuel Ier, tout ce qu'il veut, il a perdu ses 100 milliards d'euros, il ne sait pas ce qu'il en a fait non plus. Hein. Papa Omram, il se barrait en Bulgarie avec des lingots d'or. Emmanuel Ier, il a perdu 100 milliards d'euros. Je ne sais plus où il les a fait. C'était pas en or parce que ce serait trop lourd. Hein. Mais peut-être, je ne sais pas, hein, autrement. Hein. Donc, ça paraît impossible, ça paraît science-fiction. Comment pourrais-je traiter des humains qui me font confiance de cette façon-là? C'est inimaginable. Mais vous projetez votre honnêteté. Et la projection de votre honnêteté vous interdit de comprendre ce que fait un pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique pense d'une façon à 100% pour lui, quel qu'en soit le prix. D'ailleurs, j'expliquais toujours que quand Emmanuel Ier dit quel qu'en soit le prix, le Covid et ceci et cela, je dis quel qu'en soit le prix, mais c'est une phrase clé des pervers narcissiques. Une fois qu'ils ont décidé quelque chose, c'est ainsi et pas autrement. Je suis à peu près certain que dans le futur, on retrouvera des choses identiques sur Emmanuel Ier. Peut-être pas forcément dans les actes précis de Omram qui avait des obsessions sexuelles, ce qui n'est peut-être pas le cas de Emmanuel Ier. Mais d'autres choses qui ont coûté des vies humaines, mais absolument, pour de l'argent, pour le pouvoir. Mais c'est clair, c'est absolument clair. Toutefois, par exemple, j'ai un ami que j'ai adoré, que j'ai idolâtré vraiment, Yannick Percherencier, qui était un homme qui a passé sa vie auprès de Omram, peut-être on a déjà parlé préalablement, et qui était un être totalement fantastique et merveilleux, mais une exception sur cette planète. Un homme de gentillesse, de générosité, d'intelligence. Mais je pense que la grande chose, c'est qu'il était profondément traumatisé parce que son père, qui était aussi une référence, puisque c'était un colonel de gendarmerie,
s'est suicidé. Il s'est retrouvé avoir perdu tous ses rêves. Il a retrouvé un nouveau papa euh, dans l'image de Omar. C'était un type qui était dans l'armée, qui avait une belle carrière devant lui et qui a tout abandonné pour tout donner à ce nouveau Messie, qui en fait était un escroc profond, qui se tapait des petites gamines, etc. etc. Yannick il va donc se marier avec une femme, et, euh, et cette femme, ça a été une ancienne victime d'Omar. Je le sais parce que je travaille avec elle. Donc forcément, tôt ou tard, elle a raconté tout. Elle a raconté son histoire. Et là, vous vous rendez compte le choc que Yannick va se payer. C'est une violence totale et extrême. Totale et extrême. Et évidemment, Yannick va se suicider. Mais si vous découvriez la même chose, vous avez notre vie entière pour Jésus-Christ, vous apercevez que Jésus-Christ, c'est un pédophile qui vole de l'argent, qui s'enfile des gamines. Ça fait mal quand même, hein. Comme découverte, vous aurez quelques petites courbatures le matin. Hein. Donc, lui, il était parti du bon fin pour se marier avec cette femme. Une fois qu'il est isolé du groupe avec lequel il a toujours vécu, il a toujours été respecté, adoré, il se retrouve déjà isolé. Puis après, sa femme lui raconte tout ce que Papa Omar m'a fait. Le type, il tombe dans un trou abyssal de tristesse, de désespoir. Et il finit par se suicider. Et oui, quand on joue avec les sentiments des gens, vous savez, moi, je vois encore une chose qui m'étonne énormément par rapport à l'intelligence humaine, ou la pseudo-intelligence humaine. C'est que Emmanuel Ier, bon, c'est clair, c'est un enfoiré, je veux dire, c'est un voleur, c'est ok. Je pense qu'il est pas mal par terre actuellement dans l'histoire française. N'empêche que vous avez des policiers qui sont là, des flics qui sont là, et qui fracassent les gens qui manifestent à juste titre, parce qu'on leur a volé l'argent, parce qu'on leur a menti, comme les cultivateurs actuellement, comme... Et pourtant, les flics sont d'accord. Ils massacrent les Français à coups de matraque, à coups de grenades, avec des gens qui ont perdu des yeux, des mains, alors qu'en fait, ils manifestent à juste titre. Les flics sont capables de suivre l'autorité du président de la République, même si celui-ci est un pervers narcissique avec tout ce qu'il présente sur sa pseudo-femme. Enfin, quoi? Est-ce qu'on pourrait dire à un flic qu'un jour il massacrerait ou matraquerait des gens honnêtes en respectant l'ordre d'un type avec des tendances sexuelles très, très, très particulières, qui déteste les Français et qui vole de l'argent et qui est passible de plein de crimes contre la nation. Et pourtant, les flics fracassent, matraquent. Quelle honte! Quelle honte! Donc, imaginons qu'un jour, certains de ces flics se réveillent. Ils ont fait sauter des mains, des yeux, ils ont blessé des gens, ils ont pris leur moto pour rouler sur des gens qui manifestaient, et un jour, ils découvrent tout ce que Manu Ier a fait. Peut-être qu'on pourrait se suicider si on a un peu de conscience. Hein? Donc les lois de manipulation, il faut bien les comprendre dans tous les sens, bien comprendre que je ne suis pas invulnérable contre ces manipulations, bien comprendre que ces manipulations, elles sont critiquées dans la micro-société appelée la secte, mais respectées dans la macro-société appelée la société ou le pays. Et que c'est un protocole de liberté, que d'être capable de découvrir toutes ces choses pour être capable donc d'évoluer vers un véritable protocole de liberté, ce qui n'est pas si facile. Ce qui n'est pas si facile. Et c'est facile de rire et de critiquer le témoin de Jéhovah, le mormon ou le mec de la FBU, alors qu'eux-mêmes respectent complètement le protocole du samedi soir avec le match de football,
avec le parti politique et avec aussi, je ne sais plus quelle star d'aujourd'hui, qui contrôle totalement. Si la star dit ou fait ça, tout le monde suit, s'habille comme lui ou comme elle. Bon, une fois j'ai reçu un billet de, de les Restos du Cœur, le concert des Restos du Cœur. Et j'ai vu des trucs hallucinants. C'était immense. Et il y avait cette femme qui faisait partie du groupe de Michel Fugain avant, euh, et qui est super connue maintenant. Je ne connais pas son nom, désolé. Et elle demandait des vagues, comme au match de football. Et les gens faisaient des vagues. Elle avait claqué des doigts, et vous aviez des milliers de personnes qui faisaient une vague comme au football. Et puis après, elle disait, faites ceci, faites cela. Et à un moment, elle dit, vous allez embrasser votre partenaire de droite ou de gauche. Et moi, je me suis tourné vers ce partenaire que je ne connaissais pas. Et je lui ai dit, si vous m'approchez, je vous mets une baffe. Non pas que je sois contre un baiser ou une gentillesse, qui que ce soit, mais je refuse absolument que quelqu'un dise et que tout le monde fasse. C'est hallucinant. Et à un moment, il y avait des chanteurs super connus, tout en bas. Moi, j'étais très très loin, tout en bas, parce que nous, on était en hauteur. Et il y a une fille qui est là, vraiment la première ligne, quoi. Elle est juste contre une espèce de grillage, enfin, de barricade, et elle peut toucher pratiquement les chanteurs, et ils sont 7, 8, 10, hein, puisque c'est le Resto du Cœur, il n'y en a pas qu'un. Et il y en a deux qui sont des superstars, et qui discutent avec cette fille, et qui lui disent, si vous voulez, vous pouvez venir chanter avec nous, mais il faut vous déshabiller, vous vous mettez nu. Et la fille, elle a commencé à se déshabiller, immédiatement, je vous jure que c'est vrai. Et il y a 3 personnes qui ont dit non, 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 c'est une plaisanterie, arrêtez. Ils sont tellement soumis que, voilà, je veux dire, c'est, ce système de pouvoir, d'adoration, c'est partout. Donc c'est vrai, Papa Moine, c'était la même chose. Hein. Je pense que si quand il demandait aux filles de se mettre nues, elles le faisaient immédiatement, même si elles étaient choquées. Et si les gens critiquaient, bah, c'était le bas astral et tout, donc pouvoir absolu. Mais encore une fois, vous voyez que c'est la même chose par rapport à, je sais pas moi, l'ordre des médecins qui critique le professeur Raoul, par exemple, ou le professeur Perron, alors qu'aujourd'hui, dans le monde entier, apparaissent des affaires politiques, médicales, parfois avec le pays entier qui porte plainte contre Pfizer ou contre les masques ou contre euh, Bill Gates qui a beaucoup à voir avec ça. Et il y a même des procès contre Ursula von der Pfizer. Ouais, enfin bon, c'est en gros son nom, quoi. Vous voyez de qui je parle. Donc il est un peu trop facile de critiquer avec un petit sourire. Faut-il être con pour suivre un gourou comme ça, sans vous apercevoir que vous suivez votre propre gourou de football, de trucs présidentiels, de... Parce que les flics qui massacrent les gens honnêtes qui protestent dans la rue ne font pas partie d'une secte, par exemple. Non, non, pas du tout. C'est complètement normal et équilibré. Mais évidemment. Aujourd'hui où j'enregistre ce chapitre, Trump vient d'être élu aux États-Unis. Et bah, Manu Premier, qui détestait et méprisait totalement Trump, aujourd'hui envoyait des félicitations à Trump. Mais, bordel, il y a un peu d'honneur, quoi. Arrêtez d'être tous aussi lamentables, aussi soumis, aussi... C'est terrible. Soumis, ça vient du mot soum en hébreu, qui veut dire accepter, être aveugle. Et la valeur numérique de ce mot, puisque chaque lettre hébraïque a une valeur numérique, quand on fait le cumul de la valeur numérique du mot soum, qui donne donc le mot soumis, eh bien c'est une valeur numérique de 666, le chiffre de la bête. C'est-à-dire je ne veux rien savoir, je ne veux rien entendre, je ne veux qu'obéir et consommer. D'ailleurs, Soum a aussi donné un autre mot qui est la somme d'argent, la somme des choses. Parce qu'avec le pouvoir, avec l'argent, j'accepte tout. Par exemple, consumer, ce qui veut dire aller avec le soum, la soumission.
Donc, oh oui, c'est très difficile pour les membres de toutes les sectes de prendre une position claire. Alors pour finir, on va s'intéresser un petit peu à la psychologie des pervers narcissiques. Dans le sens où il faut bien comprendre que si je vous donne une image, hein, vous avez Papa Omram en train de regarder un film porno sur Canal+, et il se fait choper par quelqu'un qui rentre pour apporter une tasse de thé, n'importe quoi, et qui, oups, voit ça. Et Papa Omram va donner son explication, je projette sur tout le réseau de la lumière et de l'amour pour purifier le monde et l'aider à évoluer. Euh, on peut imaginer, on va aller un peu plus loin, on peut imaginer, probablement, peut-être pas parce que vu qu'il servait sur les gamines, mais on pourrait imaginer qu'il se masturbe devant le film. Mais on pourrait aussi tout à fait, si on visualise cette situation, qu'il se masturbe devant le film, mais que ce faisant, il estime que par le fait de se masturber et même de jouir devant la télévision, c'est la meilleure façon de toucher magiquement ces êtres qui sont pervertis et qui regardent les films porno. Pas comme lui pour faire un travail magique, mais euh, pour simplement profiter de la sexualité. Et peut-être que dans son délire, eh bien, le fait qu'il se masturbe et qu'il jouisse devant la télévision, c'est ce qui permet de créer toute la connexion avec tous ces gens obsédés par le sexe. Ce que je veux dire, c'est qu'un pervers narcissique sait qu'il ment par pédagogie, mais il estime que, que ce qu'il fait, c'est juste une chose véritable que les simples ne peuvent pas comprendre. Voilà. Donc ils ont le droit de détruire des vies, c'est des sacrifices nécessaires, hein, comme Manu Ier, c'est pas grave. Les gens qui ont perdu des mains, des yeux, même des enfants. Vous savez que quand à un moment il y a une manifestation à Paris et qu'avec un Fenwick ils ont défoncé la porte d'un truc politique important à Paris, j'ai oublié lequel. Donc on parlera toujours de ça. Par contre, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que 2 heures avant, il y a un enfant qui est de 8 ans, 10 ans, a pris une balle en plastique dans l'œil, a perdu son œil, tiré par les flics. Ça, on n'en parle pas. Le crime, c'était de défoncer la porte de truc machin. Mais tirer dans la tête d'un enfant qui va devenir, qui va perdre un œil, ça c'est, puis qui va souffrir énormément, etc. C'est pas grave, ça, on n'en parle même pas. Par contre, toucher le pouvoir politique, mais quel est le pouvoir politique qui respecte, qui mérite la moindre protection quand on ose faire des crimes pareils sur les enfants? Il y a un gouvernement comme ça, il faut le passer par les armes. Vous voyez? Mais une fois qu'on est pris dans un scénario particulier, on fait quelque chose de logique, accessoirement de pas toujours saisissable pour les simples suiveurs, mais jamais un mensonge. Je ne crois pas que Omram se soit dit je mens sur tout et je les emmerde parce que je me fais un maximum de fric. C'est pas vrai. Il était à fond dans son truc, il parlait avec les entités magiques, il allait sauver l'humanité. Tout ça, c'était vrai. Sauf que, par exemple, il ne violait pas les petites filles, il les bénissait. Vous avez entendu l'article, hein? Quand il jouit, c'est une source de trucs machin. Enfin, c'est bien dit, hein? Je veux dire, moi, j'oserais pas dire à ma copine, tu veux recevoir une source de jouvence merveilleuse? Tu veux dire quoi? Bah, éjaculer, quoi. Non, 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 non. Donc, ça veut dire qu'il est dans un scénario, euh, et c'est pour ça qu'ils sont extrêmement difficiles à démasquer. Et on peut aller encore plus loin, parce qu'en pure psychologie, le profil d'un leader et d'un pervers narcissique, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc c'est encore pire. Avec un petit détail pour autant, c'est que le leader est un leader qui suit la cause qu'il se présente. Donc, si par exemple un leader décide que libérer la Palestine, ça mérite des milliers de morts, même s'il y a des milliers de morts, il ne sera pas classé comme pervers narcissique, il sera classé comme leader.
Euh, Là où on deviendra un pervers narcissique, c'est si je dis que parler à Israël, ce sera très facile et qu'ils vont se mettre à genoux, etc. Et que finalement, quand j'envoie des amis en parlementer, ils se font tirer une balle dans la tête, alors que j'aurais pas dit préalablement, ça c'est un pervers narcissique. Donc c'est pas dans la méthodologie même, parce que le pervers narcissique, c'est le leader qui sait entraîner les gens là où il faut, mais le leader, il a caché des risques qu'il connaît très bien et qui sont à payer par les autres, pas par lui. Un leader fait exactement la même chose, sauf qu'il sait qu'il y a des risques, il informe des risques et il est prêt à payer les mêmes risques comme les autres. Mais dans le protocole de guider, de motiver ses troupes, etc., il n'y a pas de différence entre un pervers narcissique et un leader. Donc on peut aller voir tout leader en lui disant que c'est un pervers narcissique. Voilà, il n'y a pas une exception. Ce sera le résultat final. Est-ce que moi-même, je prends des risques, comme ceux qui agissent avec moi, pour accomplir ce qu'il y a à accomplir, ou est-ce que je parle, mais je ne prends jamais de risque, c'est les autres qui payent, qui souffrent. Je sais très bien qu'ils vont souffrir ça, et en plus je vais leur cacher. Je vais le cacher aux autres. C'est la grande différence entre le leader et le pervers narcissique. Mais dans le protocole, un leader, c'est quelqu'un qui a une aura, qui parle beaucoup, qui sait attirer les gens, qui sait expliquer, comme un pervers narcissique. Le pervers narcissique nous emmène dans un enfer infini qui peut aller jusqu'au suicide. Le leader peut nous emmener dans un enfer ou dans une réussite totale selon l'évolution de ce que ce leader suit. Et là, le résultat positif ou négatif sera reçu par les autres et par le leader. Le pervers narcissique, lui, il sait se mettre hors jeu. Les gens souffrent, meurent, se suicident, mais lui est toujours protégé. D'ailleurs, Papa Abraham, il a une vie merveilleuse avec je ne sais combien de maisons. Il ne voyageait pas avec au moins un minimum de 10-15 personnes qui l'accompagnaient, qui s'occupaient de tout pour lui. Et il a vécu jusqu'à 86 ans. Et il arrivait donc, il avait 36 ans. Donc il a eu 50 ans de vie qui exigerait une fortune colossale pour vivre une telle qualité. Donc déjà, il avait une fortune colossale qu'il a accumulée, mais il a une qualité de vie euh, monstrueuse. Et une fois qu'on prend toutes ces choses, ah ouais, d'accord, ouais, je comprends. Ouais, ouais. Alors il y a des choses magiques qui existent, euh, auxquelles je suis aussi ouvert, mais qui doivent inclure l'intelligence. Un être humain est capable de perception médiumnique. Il est capable d'intelligence, et à un moment, si on veut aller au-delà de notre intelligence simple, puisqu'on a tout essayé pour trouver, il se pourrait qu'à un moment, une intuition, une inspiration vienne nous inspirer, nous guider encore plus. C'est une chose qui est souvent arrivée dans des gens qui écrivent des livres, alors ils essayent d'inventer, puis ils ne savent plus où aller chercher les inventions, et ils vont les chercher très haut. Ben, c'est une inspiration. C'est une forme de médiumnité aussi. D'où des livres comme Titanus, j'ai oublié, qui est un livre qui a été écrit 15 ans, 10, 15, 20 ans avant le Titanic, et qui raconte totalement, dans tous les détails, l'histoire du Titanic. C'est un exemple parmi d'autres. Dans le chapitre prochain, je vous ferai écouter un exercice que j'ai fait dans les bois il y a longtemps, que je fais de temps en temps, qui permet d'accomplir un travail de médiumnité pour être en contact avec des gens qui sont morts et qui auraient aussi des choses à rapporter par rapport à toute l'histoire d'Omram. Mais il faut bien comprendre qu'il n'y a pas une haine infinie contre Omram de l'autre côté, c'est-à-dire dans le monde des morts, parce que Omram était plus... Bon, il était obsédé, terriblement égoïste, c'est vrai, mais pas un menteur manipulateur total. Hein, il faut bien comprendre cette chose-là. Ils sont dans leur histoire. Et si vous considérez qu'ils purifient les gens quand ils regardent un film porno sur Canal+, ou qu'il bénit et purifie les petites filles quand il a un acte sexuel avec elles, bah, il n'est pas pédophile. C'est un maître spirituel.
C'est vous qui êtes limité, qui ne comprenez rien. Et le problème, c'est que euh, si on fait un crime, c'est pas pour excuser, loin de là, hein, avec tout ce que j'ai dit, mais si on fait un crime, on doit persuader que ce crime, c'est une action positive, évidemment qu'on est barge, qu'on devrait se faire soigner, se faire arrêter, se faire soigner. Mais est-ce qu'on est aussi coupable que le mec qui attaque une maison, qui égorge le propriétaire pour prendre tout ce qu'il y a dedans? Lui, c'est clair, hein, il ne se dit pas je suis en train de purifier le propriétaire. Hein. Donc, dans toutes ces choses horribles de culpabilité, jusqu'où est-ce que la personne est responsable? Voilà. C'est tout un problème de société qui est assez compliqué, en considérant que la société d'aujourd'hui fabrique avec les stress. Par exemple, si on recherche l'origine de Omram, hein, l'origine de Omram, c'est que au début, il suit un maître, Peter Denov, qui est très sérieux, qui est très... Et puis arrivent tous les problèmes de guerre, parce que Hitler, il savait qu'il arrivait, hein, je veux dire, même quand Omram est parti en 1936, il savait que le nazisme montait, etc., puisqu'il arrive en France en 1936. Le frère Mikhail Ivanov, il sait que la FPU va se faire massacrer, ce qui a été le cas, hein, Peter Denov inclus. Donc il y a tout le stress de la guerre, il y a tout l'enseignement spirituel, il y a une telle contradiction, un tel paradoxe entre les deux, que les gens héritent d'un héritage psychologique désastreux. Qu'est-ce qui se passe actuellement, hein, quand on regarde l'histoire du Covid, lockdown, je ne sais pas comment on dit ça en français, rester enfermé. Euh, et puis maintenant la guerre en Russie, et puis les nouveaux virus qui viennent, et puis la guerre en Israël et tout le reste. Les mensonges, le wokisme, qu'on doit absolument respecter, sinon on est pétiniste, si on n'accepte pas qu'un homme c'est pas une femme ou qu'une femme c'est pas un homme. L'écureuil, la table, le truc, le machin, le délire complet. Si on n'accepte pas tout ça, on est pétiniste. Bah, c'est vrai qu'à un moment, l'esprit est complètement paumé, complètement troublé. Et aujourd'hui, l'état psychologique des gens, c'est un désastre. Il faut savoir que l'état psychologique des gens après la guerre de 39-45, c'était aussi un désastre, avec beaucoup, beaucoup de perturbations. Et Papa Abraham, même s'il n'a pas fait la guerre directement, il fait directement partie de cette vague de folie. Donc c'est pas pour l'excuser, hein, tout comme je n'excuse pas non plus Hitler ou d'autres personnes. Manu Ier, dans son éducation, si vous lisez Juan Carlos dans The Twilight, c'est le crépuscule, voilà en français, vous verrez que l'éducation de Manu Ier ne lui laisse la possibilité que d'être ce qu'il est. Donc jusqu'où est-ce qu'il est coupable? Oui, en même temps il est coupable, il sait, il n'est pas stupide, mais en même temps il n'a pas la liberté d'esprit de se dire est-ce que c'est juste de faire et de croire ce que je fais, ce que je crois. Il est passé à travers un chemin qui n'est pas un chemin bon finnois, mais pas meilleur. Ou un chemin de traumatisme, de la guerre de 1945, ou des mensonges d'aujourd'hui avec le Covid, avec Ursula von der Pfizer, la guerre en Russie, le méchant Poutine et le gentil Zelensky. Non, franchement, et en fait, vous ne savez plus où vous en êtes. Où est le sud, où est le nord, je sais plus. Il se lève où le soleil? Je sais pas. Le matin? Oui, mais où? Quelle direction? Je sais pas, quelque part. Ouais. Et ces perturbations profondes de psychologie emmènent l'être à faire des choses inconcevables pour quelqu'un qui a eu la chance d'être plus protégé. Mais jusqu'à quel point l'avez-vous été vous-même? Avec l'Église, avec la politique, avec le football, avec plein de choses qu'on peut suivre. Et moi,
Par exemple, un groupe que j'ai suivi aussi, hyper sectaire, mais alors hyper sectaire, ça s'appelle la DFI, Association de défense pour la famille et l'individu. Ils sont hyper sectaires, hyper chrétiens, mais hyper chrétiens. Et au téléphone, j'aurais dit, donc vous êtes chrétien? Ah non, non, nous, on n'a pas de religion. Alors que juste avant, ils expliquaient que les gens dans la Bible, c'était vrai, quand ils ont reçu des messages de Dieu, mais que les gens d'aujourd'hui, quand ils disent qu'ils reçoivent un message de Dieu, en plus, ou de l'énergie, en plus, ils ont travaillé pour ça, donc c'est un crime supplémentaire. Alors que dans la Bible, c'est Dieu qui a imposé, qui a choisi et qui a imposé à certaines personnes d'avoir des visions d'un seul coup. Donc après, j'aurais dit, donc la DFI, vous êtes chrétien. Ah non, non, pas du tout, on n'a pas de religion. Comme explication, c'est un peu limite quand même. Hein. Comme vous avez pu l'entendre, j'ai un chien spécialement chieur aujourd'hui, emmerdant. Donc désolé. Euh, donc, euh, pour revenir à quelque chose de clair, la prochaine fois, je vous laisserai un enregistrement, puis après, je vous ferai les commentaires d'un travail que j'ai fait de médiumnité il y a assez longtemps, dans la forêt, où j'ai travaillé justement avec Yannick Percheroncier, cet ami qui, je le répète, était un homme fantastique. Fantastique. Tout le monde l'admirait au bon fin, tellement il était généreux, gentil, souriant, parfait, vraiment parfait. Et d'ailleurs, il était invité partout, chez moi entre autres aussi, partout. Et s'il avait suivi toutes les invitations qu'il avait en voyageant dans le monde, je pense qu'il aurait pu voyager 4-5 ans perpétuellement hébergé chez des gens. Tout le monde voulait l'avoir chez lui parce qu'en fait, il n'a jamais été nulle part. Il était toujours avec le bon fin, avant ça avec Maître Omram et après la mort de Maître Omram, avec le bon fin, à toujours être là, à protéger, à servir. Il était un proche de Madeleine Chavanon qui l'accompagnait jusqu'à sa mort aussi. Un être exceptionnel. N'empêche que quand vous réveillez, d'avoir été un être exceptionnel pour se retrouver quelqu'un totalement manipulé qui a suivi toute sa vie un pervers narcissique et un pédophile, la chute est dure quand même. Hein. Mais encore une fois, gardez vos distances et gardez-vous bien de juger les idiots. Euh, essayez d'analyser au niveau d'idiotie des gens qui suivent un gourou jusqu'à quel point vous êtes identique ou pas à travers une société qui juste vous rassure par le nombre, pas par l'intelligence, par le nombre, par la quantité. Comme on dit, hein, une religion, c'est une secte qui a réussi. Parce qu'à partir d'une certaine quantité, ce n'est plus une secte, c'est une religion. Les chrétiens, au début, à Rome, c'était classé comme secte. Jusqu'à ce que le christianisme devienne quelque chose d'intéressant pour consolider Rome. Mais c'est 3 ou 4 siècles après Jésus. En ce temps-là, au moment de Jésus et de la suite des événements, c'était la secte, une secte. Je crois que c'était la secte des poissons, parce qu'ils avaient un signe de poisson pour se reconnaître, pas du tout le signe de la croix, mais c'était une secte. Et puis au bout d'un moment, ça devient une religion. Alors il y a la religion elle-même, hein, le christianisme ou l'islam ou autre chose, mais il y a aussi toute la culture nationale, qui n'est qu'un endoctrinement pur et simple. Aujourd'hui, posez des questions à ChatGPT et vous verrez ce que ChatGPT répond par rapport au conditionnement national. C'est un fait scientifique tout à fait connu. En passant par les neurones miroirs, on a besoin de s'adapter à notre entourage pour ne pas être rejeté de notre entourage, car notre instinct intellectuel, nos neurones sont prévus à cet effet, les neurones miroirs, pour s'adapter à notre entourage. Si un bébé rit, c'est parce qu'il va découvrir que quand il rit, les adultes viennent autour de lui et rient aussi. Et donc, c'est le premier mot que le bébé va apprendre. S'il faisait partie d'une société où on ne rit pas, le bébé rirait 1 ou 2 fois et s'arrêterait de rire parce qu'il y aurait 0 résultat. Donc nous rigolons parce que nous avons appris que rire, c'est une façon d'être en harmonie avec notre entourage. Fantastique quand même. Il faut être capable d'étudier ces choses-là
pour découvrir. Les gourous, c'est des gens qui ont étudié ces choses-là et ont su les utiliser à leur insu pour leur avantage. À l'insu des autres, pardon, pour leur avantage, en sachant parfaitement ce qu'ils faisaient. Mais ce sont des choses qui existent partout. Donc démasquer une secte, c'est enlever les masques. Un masque, en latin, c'est persona. La personnalité, c'est le masque que nous devons porter pour être accepté dans le groupe que l'on veut, dans lequel nous voulons être protégés. Voilà. C'est valable pour un disciple d'une secte, un disciple d'une micro-société ou d'une macro-société. Les chrétiens, le football, la société, l'argent. Alors qu'à un moment, l'intelligence devrait nous dire, bon, allez, on va arrêter là, parce que en France, là, on court à la catastrophe. On a 50 chars qui se courent après, on veut faire la guerre à la Russie. Parce que Manu Ier a dit qu'on allait les défoncer. Bah, si on envoie une bombe atomique en Russie, ils ont le temps de démasquer la bombe et de la contrer. Si des Russes envoient des bombes atomiques en France, on n'a pas le temps de les voir venir. Parce qu'ils utilisent des trucs ultrasoniques qu'on n'a absolument pas en France. Et donc la bombe explose. Quand on comprend que c'est une bombe atomique, c'est parce que c'est en train d'exploser. Déjà trop tard. Il y a un chercheur, euh, Petit, j'ai oublié son prénom. Bon, ça reviendra peut-être. Professeur Petit. Et qui a inventé ce système pour avoir des bombes ou d'autres vaisseaux ultrasoniques. Et la France lui a dit c'est absolument pas intéressant, c'est stupide, c'est débile, ça ne marchera pas. Très bien. Donc il a essayé de développer ça, ça a toujours été refusé. Donc il l'a mis sur Internet pour exposer ses découvertes. Et les Russes l'ont pris d'Internet. Et après ils ont dit merci Monsieur Petit. Donc si ça c'est pas une secte de débiles, la France, avec le leader maintenant Manu Ier, qui est prêt à dire on va défoncer les Russes. On n'a pas la bombe ultrasonique, parce qu'on l'a refusée parce qu'on est stupide et arrogant, mais on va attaquer les Russes. Enfin vous, moi je reste à l'Élysée, hein, mais vous pouvez y aller. Voilà, alors je vais vous laisser aujourd'hui parce que de toute façon, mon chien est déchaîné aujourd'hui. Hein, hein Bilbo? Oui. Voilà, c'était Bilbo qui avait ses choses à dire aussi. Et donc je vous remercie de votre attention. Et donc ne soyez pas surpris, le chapitre 7 commencera directement avec cette séance. Donc ça se passe dans les bois. On crée un cercle, les gens s'éloignent dans les bois pour créer un cercle plus large. Et puis après, je travaille d'une façon particulière. On pourra quand même revenir potentiellement sur ce que notre ami Yannick Percherancier pourrait avoir dit. Alors, on pourrait toujours dire ouais mais c'est bidon, c'est pas vrai. Alors gardons potentiellement le doute, écoutons simplement et voyons un petit peu. Merci.